Venons-en, si vous le voulez bien, au dialogue politique. Le FPI a annoncé son intention de boycotter les élections municipales et régionales du 21 avril. Est-ce que cette décision vous a surpris? Non, nous avons fait des rencontres avec le FPI. Vous savez, j'ai organisé plusieurs rencontres avec eux parce qu'ils souhaitaient avoir le dialogue direct. Disons qu'après avoir consulté le président Alassane Ouattara, nous avons donc accepté le dialogue direct, alors qu'il y avait déjà un dialogue qui existait avec l'ensemble des partis d'opposition, disons que dans le cadre permanent du dialogue, le CPD, qui rassemblait 11 partis politiques. Ils voulaient avoir un dialogue à part. C'est ce que nous avons fait. Et ensuite, ils ont souhaité, disons que nous puissions créer 4 commissions de travail pour examiner un certain nombre de points. Ces 4 commissions de travail se sont donc réunies. Et nous avons, disons que, donné les conclusions préliminaires de ces 4 commissions en donnant donc les points d'accord, après des discussions qui sont donc tenues pendant un certain temps, et les points de désaccord. Il avait donc été prévu, maintenant que nous devons prendre chacun des points de désaccord et essayer donc de les régler. Mais où est-ce que les choses ont achoppé? Parce qu'il faut quand même qu'on le dise. Ces 2 revendications importantes qu'ils ont indiquées, qui sortaient d'ailleurs de cadre même des 4 commissions. Première, disons que, revendication, c'est ce qu'ils ont appelé le dialogue au sommet. Que le président Ouattara se rende, disons à La Haye, pour discuter donc, avec le président Gbagbo. Première revendication. Deuxième revendication donc importante, c'est l'amnistie générale accordée. Il est évident que ces 2 dossiers étaient difficiles. Nous l'avons expliqué en long et en large pourquoi ces 2 dossiers n'étaient pas possibles. Le deuxième point concernant l'amnistie, est-ce que ça peut être négociable dans un futur proche? Que ce que nous l'avons indiqué, bon, je suis heureux que vous ayez déjà balayé vous-même le premier dossier. J'allais vous relancer là-dessus. En ce qui concerne donc ce deuxième dossier, qui est l'amnistie, nous avons indiqué qu'il y a eu déjà 4 amnisties. Disons que lorsqu'il y a eu les événements de 1995 en Côte d'Ivoire, qui était le boycott actif, il y a eu une amnistie. En 2003, il y a eu une amnistie. En 2007, il y a eu une amnistie, etc. Il y a 4 amnisties qui ont été déjà accordées. Et le résultat, disons, de ces amnisties... Pourquoi pas un 5e? Bien sûr, effectivement, on peut se poser cette question. En général, on renouvelle, on maintient les équipes quand ça gagne. On garde un processus quand il a donné de bons résultats. Mais quand vous essayez quelque chose, pendant 4 fois, ça ne donne pas de bons résultats, c'est qu'il y a quand même un problème. Il faut essayer autre chose. Qu'est-ce que nous avons indiqué? Il y a actuellement un processus en cours. Parce que cette fois-ci, il y a eu quand même plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Que passeront donc les victimes d'une telle solution qui serait donc de donner l'amnistie générale à tout le monde? Donc nous l'avons indiqué qu'il y a un processus de justice qui est actuellement en cours. Réconciliation, oui, mais justice d'abord. Et s'il doit y avoir des actions qui soient prises par le président de la République le moment venu, c'est après que la justice ait joué son rôle. Et il y a bien sûr, disons que la grâce qui peut être un élément, l'amnistie qui peut être l'élément, mais ce n'est pas une amnistie générale. Vous voyez, c'est ce que nous avons expliqué. Mais discutons, terminons donc les dossiers. Et à ce moment-là... Et comment avez-vous réagi à la première proposition qui consistait de proposer justement une rencontre au sommet entre le président actuel et le président déchu qui se trouve à La Haye? Il fallait voir un peu quelle est la faisabilité concrète de ce tel dossier. Vont-ils se rencontrer dans un parloir pour pouvoir parler? Comment le faire concrètement? Et quel est le résultat qu'on peut attendre d'une telle rencontre? C'est ce que nous avons indiqué que nous voyons que là, l'approche n'était pas la meilleure possible. Il y a 2 types d'approches, 2 types de décisions comme celle que nous faisons avec toute l'équipe dirigeante du FPI ici, et que c'était donc la meilleure. D'abord, n'oubliez pas que, disons que l'ex-président Gbagbo a fait l'objet d'un examen au niveau d'une cour pénale internationale. Comment voulez-vous qu'on interprète une telle position? C'était l'interférence d'une action qui est menée par une cour pénale internationale. Et ce n'était pas la meilleure solution. Je pense que tous les autres points, qui sont des points importants, ont fait l'objet donc de discussions et ont quand même avancé. J'ai lu récemment d'ailleurs dans un journal de leur bord qu'ils seraient prêts donc à revenir sur le plateau de discussion. La porte n'a jamais été fermée d'ailleurs à notre niveau. Le FPI affirme aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour permettre des élections libres et transparentes. Lesquelles? J'ai déjà discuté avec eux. En fait, leur souhait était que cette élection soit reportée en 2014. Voilà le fond du problème. Il est évident qu'en 2014, nous sommes à 1 an de la fin du mandat du président Alassane Ouattara. Et c'est bien difficile
disons qu'un président de la République soit élu sans pouvoir donc mener à terme, disons que son action, notamment donc qui est de la gestion locale qui est importante, par le biais donc des présidents de région, il y a 38 régions en Côte d'Ivoire, et par le biais donc des 197 mairies. Et parce que c'est là que l'action que l'on mène descend sur le terrain de manière concrète. Donc on leur a expliqué cela, et disons que leur souhaiter leur participation à ces élections donc, qui vont venir. Je vais quand même vous dire que sur les 11 autres partis du CPD, disons que 6 à 7 vont participer à ces élections. Et d'ailleurs, vous le verrez sur le terrain que même, disons qu'au niveau du FPI, comme on l'a vu au niveau législatif, certains se présentent en indépendant. Voilà la réalité du terrain. Alors on parlait tout à l'heure de la CPI, la Côte d'Ivoire est désormais signataire du traité de Rome. La CPI, pas sans savoir qu'elle est de plus en plus décriée sur le continent, on lui reproche de ne viser que des dirigeants africains. Est-ce qu'il faut encourager, selon vous, l'émergence d'une justice panafricaine pour permettre de juger les dirigeants africains sur le continent? Vous savez que cette question a été souvent discutée, mais il faut, si elle se met en place, pourquoi pas? Vous savez par exemple qu'au niveau de l'intervention des Nations Unies, sur le terrain, il y a ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est laisser donc aux organisations donc, locales, dans un premier temps, aller au front. Et ensuite, c'est le cas de la CEDEAO, ensuite l'UA, et ensuite les Nations Unies. Mais on peut concevoir quelque chose de ce genre au niveau panafricain, pourquoi pas? Mais ça n'existe pas. L'exemple d'Hissène Habré prouve le contraire, puisqu'il y a un arsenal juridique qui a été installé au Sénégal à l'issue d'un accord entre l'Union africaine et la justice sénégalaise. Ça a mis combien de temps, madame? Ça a mis combien de temps? Vous savez, c'est le problème. Disons que l'efficacité et donc de la durabilité d'un tel système. Il faut qu'on voit, si l'Afrique veut le faire, c'est possible, de mettre en place un système donc, judiciaire autonome, libre, genre, disons que cour pénale. Mais au niveau africain, pourquoi pas? Il faut donc étudier les contours, voir un peu donc, le financement et disons que l'octroi des ressources humaines qui sont donc nécessaires au fonctionnement d'une telle structure. L'Afrique peut être en mesure de le faire si elle décide de le faire, puisqu'il va y avoir les 50 ans. Bientôt au niveau d'Addis Abeba, pourquoi pas? Puisque ça fait l'objet déjà des discussions donc antérieures. Alors l'ancien président Laurent Gbagbo se trouve actuellement à La Haye. Son épouse Simone Gbagbo est sous le coup aussi d'un mandat d'arrêt international. Est-ce qu'elle va être extradée à La Haye ou est-ce que la Côte d'Ivoire a l'intention de juger l'épouse de Laurent Gbagbo sur son sol? Est-ce que cette question est tranchée? Cette question est à l'examen. Disons qu'il y a beaucoup de demandes qui ont donc été formulées au niveau donc, international. En fait, à partir du moment où la Côte d'Ivoire est en train donc de remettre, disons que sur pied, pratiquement terminé, l'ensemble donc de sa justice. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'il y a eu donc les événements d'avril, donc la crise post-électorale, un certain nombre de juges n'étaient pas ici en Côte d'Ivoire. Un certain nombre de tribunaux avaient été cassés. Donc c'est maintenant que tout ça est en place. Donc la Côte d'Ivoire, donc à l'issue donc de cette remise à niveau, peut décider effectivement de juger. Je crois que c'est le cas donc la plupart donc de ces personnalités ici en Côte d'Ivoire. Vous parliez de délais, la Côte d'Ivoire peut se donner les délais justement pour juger ces personnalités sur son sol aujourd'hui? Mais bien sûr, je crois que le ministre donc, de la Justice annoncera dans les semaines à venir, disons que la suite donc, de ce dossier.